Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jacques Feuillonvitch. C'est un nom tchèque. Donc je suis un enfant d'immigrés. Mes parents sont arrivés en Belgique après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai 73 ans. Donc j'ai sans doute l'âge de vos grands-parents, si vous en avez, d'être arrière-grands-parents. Je suis juif. Je suis un juif belge ou un belge juif, comme on veut. Et je suis venu aujourd'hui dans votre école pour vous parler de ma famille, de l'histoire de ma famille durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comme vous voyez, je suis très ému parce que je vais vous raconter une histoire très personnelle qui pour moi est douloureuse. Et je vais vous demander d'avoir de l'empathie parce que ce n'est pas facile pour moi de parler devant vous. Vous connaissez le mot empathie? Et vous, empathie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous dites oui, mais ça veut dire quoi? Le fait de ressentir les émotions. Des autres. Oui, exact. Donc, comme je suis juif, mes parents étaient juifs aussi, ils sont morts maintenant, et ils sont originaires des montagnes et des Carpates qui se trouvent dans un pays qui s'appelle aujourd'hui l'Ukraine et qui à l'époque s'appelait la Tchécoslovaquie. Enfin, la Tchécoslovaquie ou la Slovaquie existe toujours, la Tchéquie existe toujours, mais ces frontières ont changé, mais ça n'a pas tellement d'importance pour l'histoire que je vais vous raconter. Donc, je commence juste au début de la Deuxième Guerre mondiale, qui pour mes parents a commencé en 1939. Ils habitaient un petit village de paysans, qui travaillaient la terre, et il y avait quelques familles juives dans ce village, dans les montagnes. Et puis, un certain jour, les Hongrois, c'est un autre pays juste à côté, qui était allié aux nazis, ont envahi le village de mes parents. Et comme ils avaient déjà des lois raciales, c'est-à-dire qu'il y avait la différence entre différentes personnes, dont les juifs, ils disaient les juifs, ça on n'en veut pas, et ils ont décidé de déporter la population juive, c'était quelques familles de ce village, vers un tout autre pays, vers la Pologne, qu'ils ne connaissaient pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de les envoyer en Pologne? Parce qu'ils ont appris, ils ont étudié qu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire 3 siècles auparavant, ces juifs, ces paysans juifs avaient émigré de Pologne. Et puis ils disent, bon, puisqu'ils viennent de là, et on les aime pas, hop, on les envoie en Pologne, et donc on les charge dans des wagons imbestiaux. Hein, vous voyez, c'était des wagons imbestiaux, là on met des vaches et des chevaux et des cochons pour les transporter. Donc ce sont des wagons sans toit. On les met là, debout, les uns contre les autres, et ils voyagent comme ça durant plusieurs jours et plusieurs nuits avec leurs enfants, avec leurs bébés. Certains meurent durant le voyage parce que bon, on est comme ça en plein hiver, et puis la neige qui tombe dans ces wagons qui sont verts, il y a l'eau qui monte dans les grands serpents, ils sont là avec leurs bébés qui sont par terre, qui meurent. Et ils arrivent dans une ville en Pologne, il y a 80 km de là où ils habitent. On les débarque là comme du bétail et on les enferme dans un lit. Alors vous savez ce que c'est un ghetto? C'est un quartier d'une ville qu'on entoure de fils barbelés, de grands murs, et on enferme là des gens, dont les juifs, on les a enfermés dans ces ghettos, et ils devaient rester là, ils ne pouvaient rien faire, ils pouvaient pas travailler, ils ne pouvaient rien faire, ils étaient enfermés.
Les nazis occupaient cette partie de l'Europe déjà à ce moment-là, dans cette Pologne, et les nazis de temps en temps venaient dans les ghettos et tiraient sur les juifs qui passaient. Et malheureusement, un jour, ils tirent sur mon grand-père, que je n'ai jamais connu, ils l'abattent, il reste là, il est à terre, il reste là, il est mort, et donc ma grand-mère, qui avait 3 filles et un garçon, reste seule avec sa petite famille à survivre comme ça. Bon, je saute un peu, je ne vais pas raconter l'histoire en détail parce que sinon on sera ici, on sera assis durant des heures. Un jour, un frère de ma mère, qui s'appelait Martin, qui était un peu plus jeune que vous, il avait 13 ans. Il prend sa petite sœur de 4 ans, il la prend par la main, il va se balader avec elle sur la place du marché. Parce que, bon, il n'y avait pas d'école, hein, parce que les écoles étaient interdites aux juifs, donc on n'a pas ce privilège comme maintenant où on peut aller à l'école si on a envie, et si on peut, on va à l'école. À ce moment-là, certains enfants étaient condamnés à ne pas aller à l'école. Donc ce oncle Martin, qui est mort l'année passée, n'a jamais été à l'école, jamais. Et donc il se balade avec sa petite sœur de ses 4 ans sur le marché. Parti, il y a des nazis. Ah oui, je voulais vous dire, s'il y a des questions que vous voulez poser durant mon exposé, parce que vous ne comprenez pas ce que je dis, levez le doigt, je vais répondre. Si ce sont des questions plus générales, on va consacrer environ 1 heure, 1 heure et demie après, et vous pouvez poser toutes vos questions, d'accord? Donc, mon oncle Martin, qui a 13 ans, qui va là avec sa soeur de 4 ans sur le marché, tranquillement, il y a un camion qui arrive avec des soldats nazis, on peut imaginer ça dans les films, mais là c'est la réalité, qui enlève la bâche. À l'arrière du camion, il y a une grosse mitrailleuse qui commence à tirer dans la foule des juifs. Et la plupart des juifs sont abattus là sur place, sur la place du marché. Et mon oncle Martin, donc, il n'est pas très grand, il se cache, il prend sa sœur par la main et il s'entoure dans la montagne. La petite ville est entourée de montagnes. On est en hiver, la neige est très haute, il se trouve là. Il n'est pas habillé pour faire des marches ou des balades, il est en petite tenue. D'ailleurs, durant la guerre, il n'y avait pas beaucoup d'habits. Et sa petite sœur est là, il se trouve dans la montagne tout seul. Et puis, il se dit, je ne vais pas rentrer à la maison parce que les nazis sont déchaînés, ils vont me sauver, ils vont me tuer. Et il décide de retourner chez lui. Sachant, je vous ai dit tout à l'heure, sa maison est à 80 km. Il est à pied, il a 13 ans, il a une petite sœur de 4 ans à la main. Et malheureusement, il commence à marcher. Et moi, je lui ai parlé, je l'ai questionné comment il a fait. Il dit, bon, je me suis débrouillé, j'ai demandé à des paysans du coin comment retourner dans mon village. Ils m'ont aidé, mais malheureusement, après quelques jours, sa petite sœur de 4 ans meurt dans ses bras, de froid. Et il l'abandonne là dans la neige, et il retourne à pied dans son village en disant, bon, je vais me réfugier là-bas. Mais arrivé dans son village, après des journées de marche, vous vous rendez compte, un peu plus jeune que vous, bon, vous êtes grand, mais c'est quand même 2 ans, 3 ans de moins que vous. Moi, je me demande comment il s'est débrouillé, comment il a fait ça, quel courage, quelle force. Parce que finalement, il n'avait plus sa maman, qui est restée dans les toits avec ses sœurs. Il arrive dans ce village, et puis on lui dit, écoute, tu ne peux pas rester ici, on recherche les juifs, ceux qui n'ont pas été tués ou envoyés en Pologne dans ces ghettos, on les tue. Il demande conseil autour de lui, que faire, et on lui dit, bon, le seul endroit où tu peux aller, où tu es encore plus ou moins safe, en sécurité, tu vas dans une ville qui s'appelle Budapest, vous connaissez, c'est la capitale de la Hongrie, qui n'est pas encore occupée par les nazis. C'est un régime fasciste, vous savez ce qu'est un régime fasciste? C'est un régime totalitaire, dictatorial, ça vous connaissez ce mot? Dictateur, c'est pas une démocratie comme en Belgique, c'est un pays où il y en a, on vous dit ce qu'il faut faire, et vous n'avez aucune voix au chapitre, rien. Et Budapest, moi j'ai fait le trajet parce que j'ai visité le village de mes parents, ce sont plusieurs centaines de kilomètres. Donc ce petit garçon de 13 ans, tout seul, orphelin, pas orphelin,
où est l'orphelin de son papa, ne sachant pas où se trouve sa mère, son père, ses sœurs, pardon, il prend le train et il fait quelques centaines de kilomètres pour arriver à Budapest. Et là, il devient l'enfant des rues. Hein, il n'a personne, il n'a pas de famille, il ne connaît personne. Il s'appart de quand il peut parce qu'il doit manger, il dort sous les ponts. Et puis à un moment donné, il est recueilli par un orphelinat. Parce qu'il a entendu que ces petits garçons comme lui, on les accueille dans les orphelinats, il se présente là et on l'accueille là, mais comme il est habitué à vivre seul et en tant que petit sauvageon, il décide après quelques mois de quitter l'orphelinat et il se retrouve dans la rue. Il vit comme ça jusqu'à la fin de la guerre. Alors il faut savoir, si vous vous souvenez, enfin je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en histoire, mais l'Europe de l'Est, dont fait partie l'Europe centrale, dont fait partie la Hongrie, a été libérée après la guerre par les soviétiques, par les Russes soviétiques. Il faut savoir que durant la Deuxième Guerre mondiale, certaines armées ne faisaient pas les prisonniers. Donc quand ils trouvaient des ennemis, on les nazis les tuaient, tout le monde les tuait. Ils ne prenaient pas de prisonniers. Mon oncle, bien entendu, qui est déjà un préadolescent, comme vous, il a votre âge, on est de la fin de la guerre. Bien sûr, personne ne sait qu'il est juif, parce que durant la guerre, il fallait porter, les juifs ont été obligés de porter une étoile de David, vous voyez, une étoile jaune, pour qu'on les reconnaisse. Ce sont les autorités qui les avaient condamnés à porter cette étoile jaune. Lui, il ne la portait pas parce qu'il ne voulait pas être ennuyé. Et les nazis, à la fin de la guerre, quand Budapest a été entourée par les Russes soviétiques pour libérer la ville, vous me suivez, commençaient à distribuer des armes aux passants, afin pour qu'ils aident les nazis à se défendre contre les soviétiques, contre les Russes soviétiques. Et mon oncle se retrouve tout à coup avec un fusil dans sa main, il n'a rien demandé, un fusil dans sa main, on lui met un manteau de nazi, de soldat allemand, et il doit se battre en tant que nazi, il n'est pas nazi, il est juif, contre les Russes. Donc vous voyez un peu dans la situation tout à fait folle, aberrante, un petit garçon qui est obligé à faire ce genre de choses. Mais il n'a pas le choix, il dit je suis juif, je ne vais pas me battre contre les Russes, les soviétiques. Et il est là avec son fusil et il fait semblant, bien entendu, de tirer. La ville de Budapest tombe, elle est envahie par les Russes soviétiques. Et comme je vous ai dit, les Russes à ce moment-là, parfois ne faisaient pas prisonniers, donc des soldats allemands ou ceux qui pensaient être des Allemands, des nazis, ils les mettaient contre les murs et les fusillaient. Mon oncle Martin avait un autre camarade juif, et il se retrouve là, contre le mur, on plaçait les gens contre le mur comme ça, il est là, il sait qu'il va être fusillé. À côté de lui, il se trouve son copain juif. Et son autre copain commence à lire la prière des morts en hébreu, parce qu'il savait qu'il allait être fusillé. À ce moment-là, l'officier qui commandait le peloton d'exécution, un russe qui était juif aussi, a dit mais j'entends que quelqu'un est en train de dire en hébreu. Oui, je suis juif, ça veut dire je ne comprends pas, il explique l'histoire, il dit bon, pour le moment je vous laisse libre, les autres ont été fusillés. Ce oncle termine la guerre dans un camp de prisonniers allemands en Yougoslavie. C'est un peu une histoire tout à fait folle. À la fin, il a 18 ans, et puis il retourne dans son village qui est devenu russe. Et les Russes lui disent maintenant tu as 18 ans, tu as fait l'armée, pas 5 ans à l'armée, parce qu'à ce moment-là, dans l'armée russe, on faisait 5 ans de service militaire. Puis, l'histoire continue, je ne vais pas continuer à raconter, c'est une longue histoire qui a moins d'importance pour mon témoignage aujourd'hui. Je vais continuer la partie qui concerne ma maman. Donc ma maman, qui est donc la sœur de cet oncle Martin, vous vous souvenez, elle est restée avec ses sœurs et sa maman dans le ghetto, vous vous souvenez, on est resté là. Un jour, les nazis décident de liquider, donc de tuer tous les juifs de ce ghetto. Donc voilà, ils ne sont pas morts de faim et de soif et de fatigue, on va les tuer parce que, de toute manière, leur plan était de tuer tous les juifs du monde et tous les juifs d'Europe.
ma grand-mère, donc sa maman, dans la synagogue. Vous voyez ce qu'est une synagogue? Une synagogue, c'est un lieu de prière des Juifs, hein, comme une mosquée ou comme un temple ou comme une église. Pour les Juifs, ça s'appelle une synagogue. Donc, cette ville contient une petite synagogue, et ils sont enfermés quelques centaines de personnes dans ce. Il y a des questions, les filles? Il y a des questions? Comment? Voilà. Donc ils sont enfermés dans cette synagogue et les nazis ont décidé de. Ah, je peux vous donner. Les nazis ont décidé de brûler tous les juifs dans ces synagogues, de brûler les juifs. Donc ils ont fermé toutes les portes, ils ont mis de la paille autour et ils ont dit voilà, on va brûler tout le monde. Bien sûr, ceux qui étaient enfermés à l'intérieur ne savaient pas ce qui allait se passer. Et des partisans passent devant une fenêtre de l'église, ils disent ceux qui peuvent sauter par la fenêtre, sauter parce qu'on va vous brûler l'église. Et ma mère, qui avait à ce moment-là 17-18 ans, il avait votre âge, il prend une de ses petites sœurs par la main, elle saute par la fenêtre, et j'y ai pensé après, c'est un choix terrible qu'elle a fait d'abandonner sa maman et ses autres sœurs. Donc c'était, qui est-ce que je prends par la main? Elle ne pouvait pas s'occuper de tout le monde, donc elle a pris au choix une de ses sœurs pour la sauver. Ma mère n'en a jamais parlé à ce terme avec moi, mais j'imagine que durant toute sa vie, elle a dû se dire, mais d'une certaine manière, j'ai abandonné ma maman à une mort certaine. Et je peux imaginer les actes qu'elle a passés durant toute sa vie à y penser, à se demander mais quel choix je fais, est-ce que je ne vais pas rester là et être plus avec tout le monde? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'avais le droit de survivre? Pourquoi est-ce que j'ai choisi plutôt cette sœur-ci que l'autre sœur? Elle aimait quand sa maman, que ses sœurs, etc. Mais elle n'avait pas le choix. Elle saute par la fenêtre, et là c'est la même histoire, elle entend une main fichue pour se cacher. Et avec sa sœur qui avait un an de moins qu'elle, elle décide aussi de s'enfuir à Budapest. Et là c'est une histoire, elle prend le train, etc. Elle se retrouve à Budapest. Parce que Budapest, à ce moment-là, n'était pas occupé par les nazis. Hein, comme j'ai dit, c'est un régime fasciste, donc dictatorial, mais il y avait des lois anti-juives, donc les juifs devaient porter l'étoile de David, mais on les tuait. Et ma mère, comme était couturière, hein, elle était dans une école professionnelle, donc c'était bien parce qu'elle avait appris un métier, et ce qui lui a permis, très jeune, de gagner sa vie, parce qu'à ce moment-là, même pas le chômage, tout ça, vous n'aviez pas un travail, vous mouriez de faim. C'était aussi simple que ça. Donc elle était très privilégiée, elle avait un métier, elle a été engagée dans un petit magasin de mode, et là, elle cousait les habits. Et elle a pu s'entretenir, elle manger et trouver un petit logement, ainsi qu'entretenir sa sœur. En 1944, donc on est presque à la fin de la guerre, mais l'histoire que tout à l'heure mon oncle Martin, les nazis envahissent Budapest, les Allemands envahissent Budapest, et à ce moment-là, ils décident de déporter tous les juifs. Donc il y avait beaucoup de juifs qui s'étaient réfugiés à Budapest, parce qu'on ne les tuait pas encore, donc durant 4 ans de la guerre, on ne les a pas tués, et les nazis décident qu'il faut tuer tous les juifs d'Europe. Comme vous savez peut-être, il y a 6 millions de juifs qui ont été assassinés durant la Deuxième Guerre mondiale, pas seulement mes grands-parents, beaucoup d'autres. Et ma mère et sa sœur sont rafulées un beau matin, le matin n'était pas aussi beau, c'est un certain jour, et ils sont envoyés, en avec les autres juifs de Budapest, ils sont envoyés à Auschwitz. Vous avez entendu parler d'Auschwitz? Oui. C'est un camp d'extermination, de concentration, qui se trouve en Pologne. Ma mère a habité là avec les autres dizaines de milliers de juifs qui viennent de Budapest, et lorsque les juifs et d'autres groupes, c'était pas seulement les juifs qu'on a décimés, on a également décimé les
médecins. Ils étaient dedans, ils n'étaient pas des médecins. Sauf un qui s'appelait le docteur Mengele. Vous avez entendu parler de son nom? C'était le chef des tortionnaires à Auschwitz. C'était quelqu'un qui avait appris la médecine, il voulait devenir médecin, mais en fait il est devenu tortionnaire. Et lui, il faisait la sélection. Vous avez fait la sélection? Avant, lorsque les Juifs et les autres prisonniers arrivaient à Auschwitz, il y a des pseudo-médecins, des gens qui étaient passés pour des médecins. Là, on passait comme ça, il y avait des noms ici, voilà, la femme du médecin, on passait là, on était tout nus, on était déshabillés, tout le monde était nu. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde était nu. Les enfants étaient immédiatement gazés, envoyés dans les chambres à gaz, assassinés. Mais les femmes et les hommes, tout nus, jeunes, vieux, passaient devant ces soi-disant médecins. Et ces médecins d'un côté disaient oui, non, gauche, droite, et qu'est-ce que ça voulait dire? Ceux qui allaient à gauche étaient immédiatement assassinés parce qu'ils étaient trop faibles pour travailler. Et ceux qui étaient à droite, au contraire, ce n'est pas important, n'étaient pas assassinés. Et ma mère, qui était assez bien portante, a été condamnée à vivre et à devenir esclave. Mais sa sœur, qui avait le typhus, c'était une maladie qui était courante à l'époque, parce que là où il y avait beaucoup de gens, c'était une maladie très contagieuse, qui était mortelle à l'époque. Beaucoup de gens qui arrivaient dans ces camps avaient déjà le typhus, parce qu'il y avait une promiscuité parmi les gens, tout le monde était serré, donc des maladies infectieuses se passaient très rapidement d'une personne à l'autre. Et sa petite sœur, ma tante que je n'ai jamais connue, a été condamnée à mort, immédiatement, pour être gazée et brûlée. Et ma mère dit à ce docteur Mengele, mais moi je veux rejoindre ma soeur qui va être assassinée, je ne veux pas, vous voyez, il y avait ce sentiment qu'on ne pouvait pas échapper à la mort, qu'on voulait être solidaire avec ceux qui allaient mourir. Et le docteur Mengele lui dit, toi tu es trop belle et trop jeune, tu vas encore un peu travailler comme esclave et puis on te tuera. Donc ma mère reste dans ce camp de Auschwitz durant quelques semaines parce qu'on était sélectionnés vers des camps de travail. On était envoyés dans le nord de l'Allemagne, dans une ville d'esclaves. Il y avait une grande marque allemande qui faisait travailler comme esclaves les Juifs, dont il y avait des grandes marques, vous connaissez Siemens, Bosch, toutes ces sociétés qui existent toujours, travaillaient avec des esclaves dans leur usine. Et c'est ainsi que ma mère, heureusement, survit la guerre, est libérée par les Américains en 1945. Et j'ai eu la chance de garder ma maman jusqu'à sa mort, il y a 4 ans, à l'âge de 97 ans. Ce que j'ai retenu de ma mère, c'est que c'était une personne, malgré tout, extrêmement optimiste. Et je pense qu'elle m'a transmis cet optimisme. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis né en 1952. En 1952, on est 7 ans après la guerre. Donc, je suis né un peu après la guerre. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Donc, on est dans les fin des années 50, début des années 60. Donc, j'étais un petit garçon. Et c'est un de mes premiers souvenirs que j'ai. Mais pour ma mère, on est, disons, 10 ans, 12 ans après la guerre, 15 ans après la guerre. Donc, la guerre vient de se terminer. Il faut voir ça sur l'échelle d'une vie d'une personne. Il a perdu toute sa famille, elle a perdu dans la famille, il y a 100 personnes qui ont été assassinées. Donc, à part mes parents, ses oncles, je n'ai jamais eu de grand-oncle, de grand-mère ou de grand-père. Et on passe dans un parc et on s'arrête devant un parterre de fleurs. Et ma mère me dit, regarde ces fleurs comme elles sont belles et comme elles sont bonnes. Je trouve que pour une femme qui a perdu toute sa famille, dont les parents ont été assassinés, dont les frères et les sœurs ont été assassinés, qu'elle puisse me dire ce genre de choses, pour moi c'était un héritage extraordinaire et que ma mère, malgré ses malheurs, avait pu trouver les belles choses de la vie et les petites choses, parce que ce n'est pas très élevé de dire ce sont des belles
parler maintenant du sport de mon père, qui est vif aussi. Hein. Il était vif, il est mort il y a une dizaine d'années, à l'âge de 94 ans, donc il a aussi le privilège de vivre longtemps. Mon papa, lorsque la guerre éclate, a 18 ans. Et à ce moment-là, dans la plupart des pays européens, il est également né dans la même région Tchécoslovaquie, hein, dans la montagne, la montagne. À 18 ans, il doit aller à l'armée, le service militaire. Vous ne connaissez pas, mais avant, en Belgique, il y avait le service militaire. Donc des jeunes hommes à cette époque, dont moi j'étais à l'armée en Belgique, on faisait son service militaire, donc 1 an, 2 ans, et on servait la Belgique en étant un soldat. Et mon papa devait aussi aller au service militaire quand il avait 18 ans. Et à ce moment-là, exactement, leur pays est envahi par les Hongrois, comme je disais tout à l'heure. Et vu qu'il devait aller à l'armée tchèque, il se retrouve dans une armée hongroise, donc il ne connaît pas la langue, il ne connaît rien. Et il reçoit un uniforme hongrois, et très rapidement, il y a les lois raciales. Vous voyez, ce sont les lois raciales. Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certains régimes totalitaires, dictatoriaux, disent voilà, un tel peut faire partie de notre nation, mais les juifs, par exemple, ils n'en font pas partie, ils n'ont plus aucun droit, ils ne sont plus des personnes, ce sont des numéros. Et à l'armée hongroise, on lui dit voilà, tu vas être soldat, mais tu n'es pas, comme en tant que juif, tu n'es pas digne d'être soldat. Enfin, c'était pas seulement lui, c'était tous les juifs qui étaient à l'armée, et on lui enlève tous les insignes, et il devient esclave à l'armée hongroise. C'est-à-dire qu'on lui fait faire des travaux très durs, abattre des maisons qui n'étaient pas très solides, au cas où la maison s'écroule, c'est des juifs, c'est pas grave, s'ils sont tués, ce n'est pas très grave. Et il a survécu ce travail. Alors mon papa avait aussi le privilège d'avoir un métier. Il était aussi à l'école professionnelle. Mon papa était un menuisier. Et grâce, il s'était évadé de son camp de travail. Il a enlevé son état de la vie, donc il était anonyme, on ne le connaissait pas. Et il a survécu la guerre en faisant des petits boulots. Et moi, quand papa est mort, il m'a donné son petit marteau. Et il m'a dit, tu vois, grâce à ça, moi j'ai survécu. Et tu es là aujourd'hui parce que j'avais ce marteau qui m'a permis de travailler. Mais mon papa et ma maman étaient fiancés durant la période où ils se sont trouvés à Budapest, durant la guerre, quand ils étaient dans le souvenir. Mon papa était dans le ghetto, ma maman aussi. Ils se sont fiancés et lorsqu'ils ont été séparés, ma maman a été déportée à Auschwitz, vous vous souvenez. Et ils se sont fait la promesse que si on survit, on se retrouve à Budapest. Parce qu'ils savaient qu'il serait n'importe où en monde, il serait déporté. Et c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés à Budapest par hasard. Ma maman, qui était une très belle femme, très rapidement, croyant que mon papa était mort. Tout le monde était déplacé, beaucoup de gens étaient déplacés durant la guerre, donc on ne se retrouvait pas. Donc ma maman était déjà fiancée à un grand roux. Et un jour, elle était bras dessus, après la guerre, on est en 1946, à Budapest, et tout à coup, elle voit son fiancé de l'autre côté de la rue, et elle s'est mariée avec mon papa. C'est ainsi que moi je suis là, ici encore dans une maison. Voilà, moi je ne vous ai pas bien entendu raconter toutes les aventures, ou plutôt les mésaventures de mes parents, parce que bon, je trouve que continuer comme ça durant des heures et des jours. Maintenant, je voulais voir si vous avez des questions et voir si on peut y répondre, sachant que moi je n'ai pas nécessairement des réponses. Donc là où je peux répondre, je vais répondre, et là où je ne pourrai pas répondre, je dirai je ne sais pas. Alors, la première question, c'est toujours difficile. Je vais lancer. Tout vous semble clair.
question. Oui. Comment est-ce que vos parents ont décidé de s'installer en En Belgique? Belgique. Effectivement, il se fait que une de mes tantes, une des sœurs de mon papa, a immigré en Belgique vers 1930. Mes parents, après leur mariage, ont fui la Hongrie. Ils se sont mariés en Hongrie, ils ont fui la Hongrie parce que c'est devenu un régime totalitaire, ils ne voulaient pas rester là-bas. Ils ne voulaient pas vivre sous une dictature. Et ils sont partis, ils se sont réfugiés en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, à ce moment-là, on accueillait des réfugiés. Mes parents ont vécu durant quelques mois dans un camp de réfugiés en Bavière, c'est le sud de l'Allemagne, où ma sœur est née. Ma sœur est née dans un camp de réfugiés de Winra. Donc ma sœur est réfugiée et était là, elle était arrivée là-bas. Et puis il y avait un service de la Croix-Rouge après la guerre auquel on pouvait s'adresser pour dire voilà, on recherche des survivants de la Shoah, ce qu'on appelle donc l'Holocauste, le massacre des Juifs après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait des listes. Donc ma tante qui avait survécu, ma tante en Belgique a également été déportée à Auschwitz, mais elle a survécu. Et elle est retournée en Belgique. Son mari et son petit enfant ont été assassinés, mais elle a survécu. Et mes parents, quand ils étaient en Bavière, dans ce camp de réfugiés, ont appris que l'existence de ma tante, la sœur de mon papa, une des sœurs de mon papa. Mon papa, ils étaient 9 enfants, il y a eu 2 survivants, les 7 autres ont été assassinés, les 2 parents aussi. Mais il faut savoir qu'à cette époque, les frontières étaient fermées. Et mes parents, lorsqu'ils ont appris l'existence de ma tante, et pour des gens qui ont perdu toute leur famille, il était important de se regrouper, de trouver de la famille. Ils ont décidé de venir en Belgique. Mais entre la Belgique et l'Allemagne, il y a 2 frontières à traverser. La frontière hollandaise, parce qu'ils sont passés par la Hollande, et ils sont passés également la frontière entre la Hollande et la Belgique. Sachant qu'il y avait tout le temps des patrouilles, donc ils ont payé un passeur, comme on fait parfois dans certains pays, pour pouvoir passer sur les barbelés entre l'Allemagne et la Hollande. Et ma soeur, qui était un bébé, qui pleurait, mes parents m'ont raconté que ce voyage a été extrêmement difficile parce qu'ils avaient peur que les gardes frontières leur tiraient dessus, parce qu'on tirait sur les réfugiés qui passaient d'un pays à l'autre. C'était pas comme maintenant, on tuait les gens qui passaient d'un pays à l'autre. C'est ainsi que mes parents se sont trouvés en Belgique, mais ils étaient sans papier. Donc mes parents étaient des sans-papiers et étaient des SDF. Ils ne vivaient pas dans la rue, mais ils n'avaient pas de domicile fixe. Ils devaient se cacher de la police en Belgique pour ne pas être arrêtés et être expulsés de la Belgique. Il n'y avait pas comme maintenant un service de réfugiés. Donc ça n'existait pas. Donc si vous étiez attrapé, on vous mettait où vous vouliez. Et mes 2 parents, comme ils avaient un métier, petit à petit, ils ont pu sortir de la clandestinité et officialiser le régime civil. Et c'est comme ça qu'on est resté en Belgique. C'est ça le lien avec la Belgique. C'est par hasard. Mes parents, en fait, espéraient immigrer aux États-Unis, mais ils se sont trouvés en Belgique. Alors moi, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que les Juifs ont été inquiétés, déportés, tués durant la guerre? Comme ça? Oui. Parce qu'ils étaient riches. Parce qu'ils étaient riches. Ok. Je note la réponse. Il y a d'autres suggestions?
3 ans, je travaille encore. Moi, je suis pas riche, donc tu as un exemple d'une fille qui n'est pas riche. Parce que Ce que moi j'ai entendu, c'est que Hitler n'aimait pas les personnes qui lui ressemblaient. qui lui ressemble. Ok. Qu'est-ce que moi je. Attends, tu peux expliquer c'est pas quelque chose. Enfin, je sais Non, je sais pas. pas comment expliquer. Non, vas-y. À ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est pas Oui. ça. Et Adolphe, il voulait que personne ne le ressemble, qui ne ressemblait pas à sa mère, puisque sa mère elle était juive. Ah oui? Ok. Et il ne voulait pas de personne qui lui ressemblait, il voulait des indications. C'est très évidemment qui lui ressemble. Je crois. Ok, d'accord. Il y a d'autres propositions? Moi, je me posais quand même la question, parce que bon, je me lève un bon matin, je dis en fait, les Belges, tous les Belges, je ne les aime pas, on va les tuer. C'est comme ça, c'est dommage. Ouais. Il y a d'autres propositions, pourtant on voulait tuer, embêter les Juifs. Donc, on est riche, et Hitler trouvait que quelqu'un qui ressemblait à sa mère, c'était pas bon. Les garçons? Vous avez seulement des questions, les garçons. Non? C'est... Les grands timides. Des grands Les timides. grands timides. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce que... Comment t'appelles-tu? Ania. Rania. Est-ce que d'autres sont d'accord avec Rania? Les Juifs sont riches, non? Oui? Non? Il y a des Juifs qui ne sont pas riches? Si, il y en a qui sont riches, mais je ne crois pas que c'est pour ça qu'ils ont fait la guerre. Non. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Donc, en fait, ta suggestion est intéressante. Enfin, je ne sais pas que c'est nécessairement exact, mais elle est intéressante parce que je pense qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle des stéréotypes. Vous savez ce sont les stéréotypes? Qui sait ce que c'est un stéréotype? Oui? C'est des choses qu'on dit, mais qui ne sont pas forcément vraies. Oui, c'est une image qu'on a de quelqu'un ou d'un groupe sans que ce soit nécessairement vrai. Tu peux me donner un autre stéréotype que les Juifs sont riches? Les Arabes sont, est-ce que les Arabes sont des voleurs? Pas forcément. Alors, Rania, les Juifs sont riches, est-ce que tous les Juifs sont riches? Non. Est-ce que la richesse justifie qu'on tue quelqu'un? Non, parce qu'elles entendent le bruit, elles ont cru qu'il y avait de l'eau qui coulait, mais c'est dans les tuyaux. Dans les tuyaux, c'est pas moi. Ça coûte pas chez nous. Non, mais je pense que c'est intéressant ce que vous avez dit. Quel est ton nom? Amina. Amina, tu dis les Juifs sont riches. On parle de stéréotypes, tu as donné la définition de stéréotype. Si on parle de... Est-ce que vous avez déjà entendu du harcèlement? Vous avez quelque chose, du harcèlement? Oui? Ça se passe dans votre classe, peut-être? Est-ce qu'il y a déjà eu des étudiants ici qui ont été harcelés? Qui se sont sentis harcelés? Est-ce que si on harcèle quelqu'un, est-ce qu'il y a une raison pour être harcelé? Comment? Il n'y a pas? Il n'y a pas. Pas forcément. Mais quand est-ce que c'est justifié d'être harcelé? À quelle occasion? Attends, pas plus parce que je suis un peu sourd. Il n'y a pas de raison, hein? Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, toi. Sur ce qui a été dit, il n'y a pas de raison. Lorsqu'il y a
un harcèlement, de harceler. Oui, la réponse c'est oui. Il n'y a pas de raison. Donc, ce que je veux dire, j'essaie un peu de faire la synthèse de ce que vous dites, c'est que tu dis, ils sont riches. Moi, ça fait des deux. Enfin, mais d'autres auraient pu dire aussi, parce que c'est effectivement un stéréotype courant. Hein. Les Juifs sont riches. Qu'est-ce qui se passe quand on dit de quelqu'un qui est riche? Quelle est son attitude par quelqu'un? Oui? Ils se prennent de haut. Okay. Tous les riches se prennent de haut? Pas forcément. Est-ce qu'il y a quelque chose comme de la jalousie parfois? Oui, ça on connaît. Okay. Est-ce qu'on pourrait imaginer, si on imagine que quelqu'un, par exemple moi, je suis riche, c'est vrai, je suis contrôlé, même que je ne prenne pas d'eau, mais qu'on dise, j'aimerais quand même être à sa place. Ça vous dit quelque chose? L'envie? Vous avez compris la question? Donc, est-ce que quand vous voyez quelqu'un qui a tout, la Porsche, la superbe villa avec piscine, une super jolie fille, un super beau garçon, tout, est-ce que ça vous suscite un sentiment d'envie? Voilà. C'est logique, c'est naturel. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça pour te dire, ça pour agir pour n'importe qui? Pour te répondre à... Rania, excuse-moi, Rania. Je vais répondre à ta question. Ouais, pas une question, parce que c'était pas une question, c'est une question. Il me semble que lorsqu'on dit les Juifs sont riches, on va tous les tuer, ça peut être un moteur pour des gens qui en sont frustrés ou qui ont, qu'on peut, comment dire, qu'on peut influencer avec tout votre problème, c'est ce riche-là qui est effectif. Et je pense que c'est ce qui se passe. Comme par exemple, lorsqu'il y a du harcèlement, on choisit quelqu'un, cette fille-là, ou moi, ou toi, alors je t'appelle, Silounia, on dit, mais tout est la faute de Silounia. Si Silounia, excuse-moi, c'est pas tout en personne, je pourrais prendre Rania, non. Rania, je pourrais choisir n'importe qui, je pourrais choisir Jacques, non mais tout est la faute. Et si on lui casse la figure, hein, on n'aura plus de problème. Et on se sent tellement bien peut-être, on se sent peut-être bien lorsque tout à coup, on se défoule sur une seule personne et tout à coup on pense plus à ces problèmes. Et on est en groupe à s'acharner sur une seule personne. Ça vous évoque quelque chose? Non? Ça vous dit rien? Enfin, moi je ne vois pas les réseaux sociaux, mais ce que j'en entends, c'est que on se défoule sur une personne, sur un groupe de personnes en disant là c'est vraiment le rebelle des salauds. Non? On les appelle les hating. Hein? Comment? Les haters, oui. Voilà, c'est ceux qui détestent, qui haïssent les autres. S'il y a des questions, j'aimerais bien que ça revoie, comme ça on en profite tous. Oui? Non? Vous en avez? Non. Et je pense que, sans vouloir donner ici la réponse, mais je vous fais une suggestion d'une réponse, c'est que peut-être que cette haine par rapport aux Juifs, par rapport à l'antisémitisme, et par rapport à d'autres groupes de gens, c'est quelque chose qui n'a aucune raison, parce que la haine n'a pas de raison. Ça vient de soi, ça ne vient pas des autres. Ça vient des autres. Peut-être que si je n'avais pas parlé aujourd'hui et que je balade en rue avec des papiers d'une barbe, hein, comme dans les films, celui-là c'est un juif, je ne l'aime pas. Sans savoir même la raison pour laquelle vous ne l'aimez pas, mais je n'aime pas ce gars. Ou quelqu'un qui est habillé qui a des cheveux roses. Ou quelqu'un qui a des cheveux blonds.
Tout ça pour dire que parmi les juifs, il y a des gens très 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 riches, il y a des gens très 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 pauvres, mais comme chez tout le monde. Et donc, si on évoque ce genre de choses, c'est des prétextes à lire pour à lire. Je pense qu'il faut aussi voir le contexte socio-économique du pays à l'instant T. Ici maintenant. À la période hitlérienne. Oui, mais mes parents étaient des paysans. On va faire ça. C'était des paysans qui vivaient de l'agriculture. Ils avaient juste à manger, à boire. Donc c'était pas des gens riches, c'était des gens comme tout le monde. Ceci dit, au niveau des stéréotypes, alors je voulais vous dire qu'il y a des juifs d'origine européenne, il y a des juifs d'origine africaine, il y a des juifs noirs, tout noirs. Il y a des juifs d'Afrique du Nord qui ressemblent à tous les autres Marocains, à tous les autres Algériens, à tous les autres Tunisiens. Il y a des juifs chinois. Il y a des juifs chinois qui ont des traits asiatiques. Donc, on n'est pas lié. Donc, les gens disent c'est une race. Je crois que c'est sans doute une méconnaissance de l'autre. Moi, quand je parle dans certaines classes, on se rend compte que quand on va un peu plus profondément dans les échanges, il y a des groupes dans les classes. Je ne sais pas si ça se passe ici chez vous, mais il y a des groupes de gens d'origine africaine, et des gens d'origine nord-africaine, et des gens d'origine belgo-belge, et qui restent ensemble, des petits groupes. Et quand je pose la question, tiens, mais pourquoi est-ce que vous restez en petits groupes? Alors, vous savez ce qu'on me répond? Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, je ne sais pas. Mais essayez de me répondre. Pourquoi est-ce qu'on reste ensemble? Parce que c'est nos amis. Et pourquoi est-ce qu'on est amis? Pourquoi que... Ah, oui. Moi, je crois que à chaque fois, il y a des petits groupes parce qu'on croit qu'on va mieux se faire accepter puisqu'on est à peu près des mêmes. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Imaginons, moi, je préférerais être avec du coup de la vie parce que je suis. Du côté de... Parce que je suis africaine, du coup, Oui. je préfère. Je suis avec tout le monde. Oui. Mais en soi, je vais plus m'avancer vers des personnes d'Afrique puisque je pense qu'on partage à peu près plus la même culture en fait. Ok. Et du coup, je crois qu'à chaque fois, les personnes se fient aux cultures et ils vont vers les personnes qui ont à peu près la même culture. Et pourquoi pas comme les autres? Je sais pas. Quelqu'un sait pourquoi pas comme les autres? Pourdu. Ok. Vous avez des propositions? Peur de se faire rejeter. Peur de se faire rejeter, oui. Est-ce que, je fais une proposition, est-ce que c'est pas tout simplement la peur? La peur de l'autre. C'est possible? Que si on ne connaît pas quelqu'un, on en a peur. Oui? Non? Comment? Même pas peur. Mais moi, je peux imaginer que si on ne connaît pas un autre, on en a peur. Peut-être, on dit, tiens, il est noir, il est blanc, c'est possible. Mais c'est pas tout le monde. Enfin, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est possible. Est-ce que le sentiment, ça vous évoque quelque chose? Je ne connais pas, donc j'en ai peur. C'est possible, hein? Non? Si? Pourquoi tu dis ça? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Comment? Oui, ça c'est le nom de la... Mais pourquoi la peur? Non, c'est pas ce qui peut nous arriver. Parce que... Non, c'est pas ce qui peut nous arriver. Est-ce que vous vous questionnez les uns les autres sur qui on est, les origines? Oui? Même en dehors de votre groupe? Oui? Ça dépend de qui je crois. Disons qu'ici dans l'école, il y a vraiment beaucoup de nationalisme.
ne sait pas combien, mais il y en a beaucoup de différents. On a vraiment des pays de l'Est comme des pays africains, comme le nord-africain, même asiatique, plus rare, mais bon, il y a quand même le palestinien, c'est une partie d'Asie. Brésilien, on a un peu de tout. Et donc ils sont quand même habitués à fréquenter des gens de différentes origines. Mais pour en revenir à ta proposition, ta toute première proposition, Rania, ils sont riches. J'ai quand même l'impression que c'est une fausse bonne raison. Et c'est toi, dans la maman d'Hitler était juive. Ceci étant dit, je ne le pense pas. Je sais que ça se dit souvent, mais d'ailleurs ça n'a aucune importance. Je pense qu'effectivement sur les réseaux sociaux, on voit, on entend beaucoup de choses. Et j'aimerais revenir sur cet aspect de nos informations, d'où on reçoit nos informations. Comme vous le savez tous, toi, moi, on peut être blogueur et balancer des choses sur Internet. Hein. Si je dis par exemple que l'arrière-grand-mère de Maya est juive, je peux le faire. À ce moment-là, on dira, mais je l'ai vu sur Internet, l'arrière-grand-mère est juive, et elle est riche en plus. Je dis n'importe quoi, bien entendu. Mais c'est la valeur de l'information comme on en donne, effectivement, parce qu'on est riche, parce que la haine de la maman, enfin des choses, ou ça ou d'autres choses. Et moi ce que j'aimerais quand même soulever, c'est que vous le savez tous, nous le savons tous, que ce qu'on trouve sur Internet n'est pas nécessairement la vérité. On est d'accord? Et je pense, bon, alors l'Internet est sûrement un très bon outil pour se renseigner, mais ce qui est quand même important, c'est si on lit ou si on voit des choses sur Internet, moi ce que je vous encourage à faire, c'est de se questionner, est-ce que ce que je lis, ce que je vois, est vrai? On regarde d'autres sources, pas les mêmes sources, pas si ça vient de la même source, mais de confronter un peu ce qu'on pense et de confronter ces idées reçues ou préconçues par rapport à d'autres sources que toujours la même source. Parce que ces sources ont des intérêts à nous faire croire certaines choses, ou bien c'est seulement des blagueurs qui disent on va balancer un truc, on a beaucoup de followers, on va nous croire parce qu'on a beaucoup de followers. Il y a d'autres questions? Et du coup, vous pouvez nous expliquer pourquoi Adolphe a lancé Et des extraits. Pourquoi il a commencé à... détester les juifs? Alors quelqu'un me répond dans la classe, pourquoi? Parce qu'on a dit il est riche, parce que sa maman était juive. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Les garçons n'ont encore toujours rien dit là. Moi, je me sens un peu lâché par les garçons en tant que question. Bien, je pense que je reviens. Je pense que c'est une question tout à fait de base. De la même manière, on pourrait poser la question, pourquoi est-ce qu'on dit que tous les Arabes sont des voleurs? C'est la même question. C'est exactement la même question. Et pourquoi alors certains disent ce sont des voleurs, on va les détester, sachant que oui, il y a des voleurs parmi les Arabes, parmi les Juifs, parmi les jaunes, parmi les noirs, parmi tout ce que tu veux, et pourtant, il y a ce stéréotype, qui a parlé de stéréotype, moi je crois, mais toi tu as répondu, c'est toi, qui a défini le stéréotype.
je pense qu'effectivement, nous avons tous des stéréotypes en disant un tel a des cheveux pareils et alors il est ceci ou cela. Je pense à la perfection. Alors en ce qui concerne l'antisémitisme, je pense qu'on n'est pas dans une société des gens qui ont un comportement différent des autres. D'une part, un comportement ou une gueule différente des autres. Hein. Si on est parmi des gens qui ont la peau blanche, quelqu'un qui a la peau un peu brune, tout ça, on n'est plus tellement parce que ça ne nous ressemble pas. Donc, ce qui ne nous ressemble pas, on s'en méfie. Et je reviens à la peur. Hein. On a parlé de la peur de l'autre. Je pense que c'est ça. J'ai peur de l'autre. Il y a des questions qui me posent. Alors, on s'en méfie. D'accord? Alors, qui sait ce que c'est un bouc émissaire? Personne n'a entendu cette Le bouc émissaire. Alors, je vais vous expliquer. Le bouc émissaire, c'est un terme biblique, mais je ne vais pas rentrer dans les termes bibliques. Le bouc émissaire, tu as une réponse? Non. Le bouc émissaire, c'est que lorsqu'il y a un problème, on dit c'est la faute des gens qui ont des t-shirts noirs. C'est la faute de tous ceux qui ont des t-shirts blancs, ça peut être en bleu. Si on va s'occuper d'eux, on va tous les tuer, on n'aura pas de problème. Et pour Hitler, et pour d'autres groupes auparavant, c'est pas nouveau. Demande à Valérie ce qu'il faut faire. Demande à Valérie ce qu'il faut faire. Elle devait être là plus tôt. C'est donc d'autres groupes d'élèves qui on a oublié de prévenir qui viennent d'arriver. Ils sauront venir au français. Et donc je reprends où est-ce que j'en étais. Le bouc émissaire. Et donc, en fait, c'est une question de bouc émissaire. Ça s'est toujours passé dans l'histoire, par rapport aux juifs très souvent, mais par rapport à d'autres groupes de la population et d'individus également. Il y a un problème dans la population, où il n'y a pas de problème, on dit on va se défouler sur un tel ou sur une telle ou sur un groupe de personnes et on n'aura plus de problème. Par exemple, j'aime bien cet exemple, je trouve cet exemple de riche est intéressant parce qu'on dit les juifs c'est des riches, on va les tuer, on va prendre toutes leurs richesses, nous serons riches. C'est aussi simple que ça. Donc, alors je vais vous raconter, c'est pas une anecdote, c'est une histoire. Mon papa est retourné dans son village après la guerre. Mon papa habitait avec sa famille dans une petite hutte en bois. Comme j'ai dit, mon papa et ma maman n'étaient pas des gens riches, c'était des paysans qui vivaient de la terre. Eh bien, figurez-vous que leur petite maison en bois a été cassée à la hache et puis brûlée en se disant les juifs sont riches, ils vont seulement cacher des trésors quelque part. Et là, on rentre dans le stéréotype. On dit tous les juifs sont riches, tous les riches sont juifs. Et donc, on va prendre leur trésor et on sera tous riches. Et là, c'est ce qu'il a dit. Il y avait des problèmes entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a connu de gros problèmes économiques, comme d'autres pays en Europe. Et Hitler, dès son arrivée au pouvoir et même avant, a dit tous nos problèmes, tous, c'est la faute des Juifs. Tous. Et une fois qu'on aura tué les Juifs d'Europe, on n'aura plus de problème. Il a tué beaucoup de Juifs en Europe, l'Allemagne a gardé ce problème. Historiquement, est-ce que vous savez pourquoi l'Allemagne était dans un trou financier? Pourquoi il y avait une crise économique en Allemagne? Objectivement parlant. La première guerre, c'est quelle période? La première guerre, c'était quelle période? Il y a eu 2 grosses guerres mondiales. La première, c'était quand? Oui. 1914. Exactement, 14-18. Qui a perdu la guerre? Qui était en guerre en 14-18? C'était mondial, mais c'était qui avait commencé la guerre? Aussi. Et qui a perdu la Première Guerre mondiale? L'Allemagne. Quand un pays perd la guerre, qu'est-ce qui se passe?
doivent payer. Il est évident que si vous devez rembourser quelque chose, vous avez moins d'argent chez vous. Et il faut aussi reconstruire le propre pays. Parce qu'il ne faut pas rêver, l'Allemagne a été fort détruite aussi. Si vous voyez les photos de Berlin pendant la guerre, c'était un enfer. Les Allemands non nazis ont vécu un enfer aussi, parce que tous les Allemands n'étaient pas nazis. Il y a des Allemands qui ont caché des enfants juifs pendant la guerre. D'accord ? Et donc ils ont dû reconstruire. Et bien sûr, il y avait une grosse crise économique, il y avait plein de gens qui n'avaient pas de travail, etc. Du coup, c'était la faute des Juifs, d'après Hitler. Est-ce que vous avez déjà vu une situation plus ou moins analogue, où on reproche des choses à certaines personnes? Mais si, par exemple, quand il y a des violences dans la rue, on dit souvent c'est à cause des Arabes. Voilà, c'est le même principe. Moi, j'ai plein d'élèves arabes. Il n'y en a jamais un qui m'a fait une méchanceté. Il n'y en a jamais un qui a piqué dans mon sac. Et il n'y en a même jamais un qui m'a répondu de travers. Jamais. Et pourtant, on dit tous les Arabes. C'est un principe. Et Hitler, il s'est basé sur... Parce que quand il y a une grosse crise économique quelque part, les gens sont fragiles, ils sont vulnérables. Donc, si on a une forte personnalité et qu'on parle bien, qu'on sait convaincre et manipuler les masses, eh bien, on arrive à ce que tout le monde se soulève contre X, Y ou Z. Et quand on écoute le discours d'Hitler, même sans comprendre l'allemand, ce type, il passait sa vie à gueuler. Mais quand je vous dis gueuler, c'est gueuler. Vraiment tout le temps comme ça. Quand on écoute les anciens discours, son discours de l'époque, c'était incroyable, c'était vraiment terrible. On sentait qu'il voulait convaincre, et il est arrivé. Il y est arrivé. Donc historiquement, il y a une explication qui corrobore la richesse des Juifs. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait les nazis pendant la guerre? Quand ils prenaient des Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? On en parle encore parfois aujourd'hui à la télévision. Ils prenaient toute leur richesse, tellement il y en avait, ils prenaient leur temps, ils prenaient leur... Ceux qui avaient des richesses, on reste toujours entre guillemets, ceux qui avaient des richesses, on piquait leurs tableaux, leurs bijoux. Et aujourd'hui encore, on est quand même 80 ans après la guerre, et aujourd'hui encore, on retrouve des tableaux de maîtres, mais pas de maîtres juifs, des tableaux que des juifs avaient chez eux et qui ont été piqués par les nazis et qui se sont retrouvés plic-ploc chez des gens qui ignoraient la provenance. De ces tableaux. On les retrouve encore aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est important de savoir. J'aimerais encore redire un mot de héros. Il y a eu des héros durant la guerre. Il y a eu des collaborateurs. Est-ce qu'il y a un collaborateur? Genre, on avait la personne sur un des collaborateurs, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Donc, il y a des gens qui, par facilité, durant la guerre, ont dénoncé les Juifs parce qu'on recevait parfois de l'argent. C'est pour ça qu'on dénonçait quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui n'avait pas l'étoile. On savait qu'il était juif, on dénonçait, on recevait parfois de l'argent pour ça. Il y a d'autres avantages. Mais j'aimerais parler d'actes d'héroïsme durant la guerre. Il y en a eu. Quelqu'un connaît des actes d'héroïsme durant la guerre? Il y en avait un qui, je ne me souviens plus comment il s'appelait, ils ont fait un film sur ça. Oui. Et il avait pris des juifs qui étaient handicapés ou pas et qui les faisait travailler dans son entreprise pour... La liste de Schindler. Oui, voilà, la liste de Schindler. Eh bien, en Belgique aussi, puisque, comme vous le savez peut-être, il y a eu des déportations de juifs en Belgique, bien entendu. Et il y a pas mal de personnes qui ont caché des juifs. Et qu'est-ce qui se passait quand on cachait un juif, quand on découvrait? Il se faisait tuer. Et moi, je me pose souvent la question, est-ce que moi je l'aurais fait? Est-ce que moi j'aurais dû cacher un juif si j'étais pas juif? Au risque de me faire tuer. Parce que maintenant on dit, voilà, ils ont caché, c'est très bien, bravo, bravo. Mais est-ce qu'on se rend compte du risque qu'on pourrait... Comment? C'était une lourde charge, mais aussi les gens qui cachaient des juifs, ils savaient que si on les
et pire, peut-être même torturés pour savoir où étaient cachés les Juifs. La torture, c'est une chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué à Bruxelles, il n'y a pas tellement d'endroits, mais à Bruxelles, il y a des petits pavés qui sont en blanc. Vous avez déjà vu ça en cuivre, pardon. Il y a là-dessus des noms, qui sont des noms principalement de Juifs qui ont été déportés, qui sont habités dans les maisons qui se trouvent à côté de ces petits pavés. Vous en avez déjà vu? Donc je vous invite, quand vous vous baladez dans Bruxelles, de regarder de temps en temps vos pieds, et vous verrez des maisons où habitaient des Juifs. Sachant que, par exemple, avant-guerre, tout le quartier de Scarbeck, tout le quartier d'Anderlecht, les quartiers autour de la gare du Nord et la gare du Midi, c'était des quartiers juifs, de la même manière, quand je dis juifs, avec des petits magasins juifs, etc. De la même manière que maintenant, ce sont des quartiers où se trouvent certains immigrés. Parce que les juifs à l'époque étaient tous des immigrés, comme maintenant d'ailleurs en Belgique. Tous les juifs, pratiquement tous les juifs sont des immigrés, comme la famille, parce que les juifs d'avant-guerre ont été pratiquement tous assassinés. Il y a très peu de juifs qui sont revenus des camps de concentration après la guerre. Est-ce que vous savez quel est le souverain? Parce que vous savez qu'il y a des souverains, comme nous avons une royauté, vous savez. Quel est le souverain qui a protégé ces Juifs pendant la guerre? Un souverain. Est-ce que vous savez? Un roi. Le roi du Maroc. Quand on est arrivé à la frontière du Maroc et qu'on a dit à Hassan II, c'était lui à l'époque, c'est Hassan II, on lui a dit, on va prendre les Juifs, tu dois vendre les Juifs parce que les autres États ont vendu leurs Juifs. Ils ont vendu leurs Juifs. On a demandé aux États, donnez-nous les listings avec les Juifs que vous avez dans votre pays. Et les États savaient très bien ce qu'on allait faire aux Juifs. Ils savaient très bien qu'ils allaient être embarqués et exterminés. Hassan II, il a dit non. Moi, mes Juifs, ils font partie de mon pays et en gros, allez vous faire voir, jamais je ne laisserai mes Juifs partir de mon pays. Et il les a protégés. Comme ça, vous le savez, c'est important de le savoir aussi. Est-ce que vous avez des questions à poser? Il y a des choses, vous pouvez poser des questions, pas spécialement parce qu'on a parlé du harcèlement, on parle du racisme, donc vous pouvez poser des questions plus élargies. Hein. Vous pouvez poser des questions sur le racisme en général ou le harcèlement en général. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que je suis venu ici aujourd'hui? Aucune idée? Mais pour nous raconter votre histoire, Oui. et vous ouvrir l'esprit avec ce qui s'est passé pendant Très bien. Ouais. Et quel est le message plus large que j'essaie de faire passer? Que ça se reproduise en cours, hein. Comment? Ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise. Moi, j'aime bien un mot que j'aime bien partager avec vous, qui me fait beaucoup réfléchir, c'est la convivialité. C'est le vivre ensemble. Une des raisons de ma présence ici, c'est que je me présente en tant que juif. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des juifs. Oui, non, peut-être. Peut-être que vous avez cru voir un juif qui n'est pas juif, ou que c'est un juif qui, enfin, bon, montrer que n'importe qui peut être juif, pas juif, et que moi, ce qui m'importe, c'est qu'on arrive à une société où nous puissions vivre ensemble de manière conviviale, qu'on ne se méfie pas systématiquement les uns des autres,
qu'on ne dise pas systématiquement tous les Arabes sont des voleurs, tous les Juifs sont des richards, et ce genre de choses. Et on ne puisse pas dire non plus que tous les Allemands sont des nazis. Exactement. Ça, c'est important aussi. Ah oui, c'est intéressant que vous souligniez ça. Dans une partie de ma vie professionnelle, j'étais responsable de l'Allemagne, d'un point de vue professionnel. Et durant 1 an, j'ai pas fait énormément. Je crois que j'étais responsable de ce pays-là. Parce que émotionnellement, ce n'était pas possible. Je trouvais que, pardon, pas y aller. J'y ai réfléchi et je me suis forcé à y aller. Et je me suis rendu compte que c'était un pays, et je ne vais pas rentrer dans des généralités, mais qui se faisait fort de parler du passé du pays, du passé nazi du pays, qui en parlait de manière à ce qu'on se rappelle des horreurs qui sont passées et qu'on en apprenne, qu'on apprenne du passé. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, aussi en Europe, et je me suis rendu compte qu'il y a des pays ou des gouvernements qui ne parviennent pas à se pencher sur le passé et à dire tiens, voilà des erreurs qui ont été faites, qu'est-ce qu'on en fait et quel sera l'avenir. Et si je viens ici parler, c'est une autre raison, si je viens parler du passé et de notre passé, c'est faire de sorte à ce qu'on réfléchisse à tout cela, de se poser des questions, pourquoi ça a été fait. C'est bien ce que tu dis, ils sont riches. Non, c'est un stéréotype, mais c'est bien que tu l'aies dit, c'est important que tu dis, parce que parfois on le pense et on ne le dit pas. Parlons-en justement. Et qu'on apprenne des erreurs du passé, parce qu'on peut tous faire des erreurs qui peuvent être légères, qui peuvent être très graves, et qu'on construise un avenir qui est meilleur, qui est moins dangereux, et où la convivialité domine, et pas la méfiance, et pas la peur de l'autre. C'est pour ça que je suis venu ici. Et aussi pour vous dire que le nazisme a fait des émules. Vous savez ce que c'est un émule? Des élèves qui ont copié dans plein de pays. Est-ce que vous connaissez un pays où il y a des gens qui s'inspirent d'Hitler? Exactement. L'Amérique, avec les Afro-Américains, les suprémacistes blancs. Ça, c'est l'exemple le plus probant. Mais en Angleterre, il y a les hooligans ici. C'est le même problème, qui s'inspirent aussi d'Hitler. Je trouve que c'est important que vous le sachiez, que c'est des mouvements qui existent encore aujourd'hui et qui ne devraient plus exister aujourd'hui. Parce que vous entendez que le nazisme, d'après ce que Maya a dit, ce n'est pas réservé qu'aux Juifs. Vous avez entendu, c'est réservé au peuple africain en Amérique. Donc, c'est aux Chinois en Asie, dans certains pays, les Chinois sont discriminés parce que, pour les mêmes raisons, les Chinois ils sont riches. C'est exact. Et donc, est-ce que tous les Chinois sont riches? Non. Stéréotype. Pardon? Une question. Oui. Du coup, en Allemagne, du coup, il y avait forcément des personnes qui ne s'étaient pas forcément. Parce que j'avais entendu. Attends, répète un peu ta phrase. Il y avait des critères pour les juifs. Par exemple, si tu étais blond aux yeux bleus, tu étais accepté. Mais imaginons que tu étais blond aux yeux bleus, mais tu étais juif. Du coup, on tombait aussi en camp de concentration. J'étais blanc avant d'être blanc. J'étais blanc par exemple. Ou alors, imaginons il y a une personne qui est bleu aux yeux bruns, qui était par exemple chrétienne et qui n'était pas juive. Mais à ce moment-là, est-ce que, comme elle n'avait pas vraiment de critères de voter, elle était comme envoyée dans les camps de concentration ou... Bien sûr, c'est un prétexte. Parce que même si Hitler n'était pas blond aux yeux bleus, mais disait voilà la race dominante, comme s'il y avait des races. Ça a été démontré scientifiquement, il n'y a pas de race. Ça n'existe pas. Il y a une race d'animaux, il y a la girafe et que c'est le ver de terre, mais il y a entre
humain, il n'y a pas de race. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc cette invention de race, c'est une invention de suprémacisme, que ce soit les nazis, que ce soit certains Américains, que ce soit des pays dans les pays asiatiques. Ce sont des prétextes, ce sont des stéréotypes pour stigmatiser un groupe de personnes et de dire ben, tous nos problèmes, c'est si on s'en débarrasse, maintenant. Ça répond à ta question? Est-ce que vous savez que les Allemands ont également beaucoup souffert de ce stéréotype de grand blond aux yeux bleus? Ça, je pense que monsieur peut raconter. Ils prenaient, donc les hitlériens, on va dire, ils prenaient des Allemands, un beau gars, selon les stéréotypes qui étaient propres à Hitler, un grand blond aux yeux bleus, et ils prenaient une belle femme, toujours selon les critères d'Hitler, une belle blonde aux yeux bleus. Ces gens pouvaient être mariés, pouvaient avoir des gosses déjà chacun de leur côté, ils n'en avaient rien à faire, mais rien. Et ils les mettaient dans des espèces de camps, de baraquements, je ne sais pas comment on appelait ça, parce qu'on en parle beaucoup moins, mais ça existait. Et ils les obligeaient, comme on fait se reproduire de chiens d'une même race pour avoir des bébés de race pure, ils les obligeaient à se reproduire sous peine de mort. Alors que eux, ils étaient peut-être amoureux d'une juive ou d'une femme d'origine africaine, que sais-je, ou simplement d'une Allemande qui avait les cheveux bruns et les yeux marrons. Voilà. Eh bien, on les obligeait à se reproduire parce qu'Hitler voulait absolument que la race soit une race parfaite. Vous imaginez, donc vous voyez, les Allemands, ils n'ont pas toujours rigolé non plus avec lui. Hein. Et vous savez qu'ils détruisaient également, que ce soit des Allemands ou que ce soit des autres personnes d'une autre nationalité. Est-ce que vous savez, monsieur a parlé des Roms. Qui d'autre? Les homosexuels et les handicapés, très bien, et les handicapés. Donc vous avez, il y a beaucoup ici, imaginez qu'un jour vous ayez un enfant qui malheureusement vient au monde avec quelque chose de différent, eh bien on devait obligatoirement le tuer. Imaginez que quelqu'un ici ait envie d'une orientation sexuelle différente de la traditionnelle, eh bien automatiquement on le tuait ou on le torturait. Vous le saviez? Toi, tu le savais, Maria, mais les autres, vous le saviez, ça? Non. Donc, vous voyez, hein? Et maintenant, monsieur vous a parlé du docteur Mendele. Vous savez ce qu'ils ont fait pendant la guerre? Les médecins, ça sert à quoi, théoriquement? Eux, ils faisaient des expériences sur les êtres humains. Une des expériences dont on a le plus parlé, c'est quand les femmes devaient accoucher dans les camps de concentration, parce que les femmes arrivaient au camp de concentration déjà enceintes, puisque c'est logique, enfin, je veux dire, certaines arrivent enceintes, on attachait leurs jambes pour voir ce qui allait se passer. Par exemple. C'était un des exemples. On leur inoculait, vous savez ce que ça veut dire, inoculer? Injecter, avec des piqûres, etc. On leur inoculait des maladies, pour voir comment le corps allait se développer. Et il y a même des gens qui sont sortis des camps de concentration, qui en ont réchappé, et qui ont continué à avoir des problèmes de santé, à gonfler à périodes régulières, ou à être très très malades, faire des fièvres, etc., toute leur vie, suite à cette maladie qui avait été injectée dans leur organisme. Ils faisaient des expériences avec des fœtus d'animaux qu'on mettait dans le ventre des femmes. Enfin, je ne sais pas, il faut être... Excuse-moi, je vais être très plate, il faut être con quand même. Vous imaginez quand même pas que la taille des vaches peut entrer dans le ventre d'une femme. Enfin, je ne sais pas moi. Un veau, c'est pas possible. Enfin, voilà. Il y a un autre animal. Il se prêtait à des expériences diverses et variées, absurdes. Peut-être que certaines ont été porteuses, je l'ignore,
qu'elles ont pu, parce que toutes les guerres apportent leur lot de médecine. Toutes les guerres apportent un lot de médecine. Donc, alors, encore une question. Comment se fait-il qu'un tout petit parti politique, tout à coup, ait ce genre de... c'est un peu maladroit de rire pendant cette période-ci. C'est un peu maladroit. Je sais, mais c'est maladroit. Comment se fait-il qu'un petit parti dans un pays qui était démocratique au départ a eu un tel succès? Parce que lorsque Hitler vient au pouvoir, il vient au pouvoir de manière démocratique, on a voté pour lui. Comment? Socialiste. À la base. Comment ça se fait-il que tout à coup, ce pays est galvanisé, tout le monde est pour lui et est enthousiaste? Comment ça se fait? Mais c'est un bon valeur. C'est un bon valeur. Tu sais, moi je trouve qu'à cette époque, parce qu'il n'y avait que la radio, la télé n'existait pas, eh bien, les réseaux sociaux de l'époque, ça a été la radio. Et même qui disaient des bêtises et des mensonges. Et c'était, comme exemple, tout est la faute des Juifs. On voit ça aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux. Certains sites sur les réseaux sociaux, si vous avez n'importe quel problème, c'est la faute des Juifs, ça existe. Et à ce moment-là, il y avait un réseau social, c'était la radio. Et il avait le monopole sur cette radio. Et on l'écoutait. On disait, si ça vient de la radio, ça vient des réseaux sociaux, c'est que c'est la vérité, et on va suivre ce monsieur. Et c'est comme ça qu'il a eu du succès. Il a pu convaincre, même que c'était des mensonges, bien entendu, il a pu convaincre des gens comme vous et moi que, effectivement, ça vient de la radio, donc c'est vrai, donc on le suit. Et c'est pour ça que j'aime bien mettre en garde contre les réseaux sociaux. Je ne peux pas se dire, c'est sur le site que j'adore, je suis follower d'un tel ou d'une telle, et c'est pour ça que c'est juste parce qu'il a beaucoup de followers. Ça ne suffit pas. Moi, je peux être n'importe qui, j'ai beaucoup de followers, est-ce qu'il faut nécessairement me croire? Non. On est d'accord? Mais je pense que la tendance naturelle, on dit, il a beaucoup de followers, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il dit et il me convainc. Donc je vous invite, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, d'essayer d'avoir un discernement minimum en disant, est-ce que j'ai vérifié ce que j'ai lu? Est-ce que c'est vrai ce qui est écrit? Est-ce qu'il y a d'autres avis, que ce soit un camarade, une camarade, un professeur, et de demander l'avis des autres? Pas des gens qui ont sûrement le même avis que vous, mais des gens qui ont un autre avis, et de confronter votre avis à d'autres personnes. On est d'accord? Et de Ça pouvoir vous évoque repérer, quelque chose, pardon? et de pouvoir repérer les incohérences aussi. C'est pas évident, ce n'est pas évident du tout, parce que bon, quelqu'un est un beau parleur, il s'exprime vraiment bien, il a des belles expressions, il s'habille d'une certaine manière. Ah, j'aime bien ces ongles qui sont bleus, roses et jaunes. C'est bien, il doit dire, et il ou elle doit dire la vérité, puisque vraiment, il y a des grosses marques qui le suivent. Je ne sais pas quelles sont les marques de lac à ongles, des bases. Bien. Vous n'avez pas eu l'atelier fake news avec les journalistes? Je le ferai l'année prochaine pour toutes les classes, je pense. Je ferai la semaine prochaine. Pardon? Attends, j'entends pas parce que vous parlez tous en même temps. En CPC, on a vu un peu les fake news avec, je sais pas ce qu'il faut, Oui, mais l'année prochaine, je ferai l'atelier pour toutes les classes de troisième. Parce que cette année, je l'ai fait que pour les 3 TQE et les 3 TQR. Donc, comme monsieur en parle, c'est le moment de rebondir sur ça.
Vous êtes sûr d'avoir plus de questions à poser? Après, il sera trop tard. Tu veux poser une question, Santiago? Bien. Eh bien, je vous remercie pour votre attention, pour votre accueil, pour les questions et les observations que je trouve toujours très intéressantes, quelles qu'ils soient. Parce que ça nous permet de réfléchir ensemble, ça nous permet d'échanger. Moi, j'en sors toujours enrichi de vos idées et de vos intérêts. Et j'espère que vous pourrez en garder quelque chose pour les jours, les mois, les années à venir, et que ça vous encouragera, j'espère, à parler avec vos camarades, avec vos professeurs, à vous interroger